Bonjour à tous, salut Annalisa, bienvenue dans l'Ordre du Monde, c'est votre nouveau podcast géopolitique de BFM Business. Je suis Mathieu Jolivet, je suis chroniqueur international sur BFM Business et chaque semaine, je vais pour vous décrypter des cartes et des sujets géopolitiques qui nous ont tenus à cœur. Et moi, c'est Annalisa Capellini, je suis aussi chroniqueuse internationale sur BFM Business. Et moi, ma passion, tu le sais, vous commencez à le Et comment? savoir, ce sont les rapprochements stratégiques entre puissances. Et donc cette semaine, on a un programme très chargé, hein, Mathieu, parce qu'il s'est passé plein de choses Ouais, plein de choses dans qu'on le va monde. décortiquer ensemble. On va se poser tranquillement, voir ça ensemble. Toi, ton alliance stratégique, hein, ta passion alliance de la semaine, c'est un nouveau couple qui émerge au sein de l'Europe. Et oui, c'est une histoire de couple, c'est le couple italo-allemand. Est-ce que ça serait pas le prochain moteur de l'Europe? Peut-être. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie redéfinition des équilibres en Europe. Et le chancelier Friedrich Merz est allé voir Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, Mm. à Rome le week-end dernier. Et vous avez peut-être vu les images tournées. Les deux se sont vraiment montrés super proches. Ils ont travaillé sur des sujets pour faire avancer Ouais. l'Europe, pour rendre l'Europe un peu plus compétitive. Mais voilà, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un chancelier allemand et Ouais. un Premier ministre italien, un président du Conseil italien, aussi proches, aussi Pour, forts tous les pour, deux. pour ceux qui nous regardent, hein, on voit derrière eux, ils signaient des documents avec une magnifique fontaine, superbe fontaine derrière eux. Sublime. Est-ce que ça veut dire, Annalisa, que ça remplace le couple franco-allemand? Bah, en quelque sorte, en tout cas, c'est un peu ce qu'on craint à Paris. Alors évidemment, en Berlin, on dit que non, il n'y a pas de hiérarchie dans les relations. Et Mélanie dit qu'elle, elle veut prendre la place de personne, surtout pas la place d'Emmanuel Macron, Mm. évidemment. Mais ce qu'on commence à comprendre, c'est que face à Donald Trump, qui fait un peu ce qu'il veut sur la scène internationale, il faut une Europe forte. Et surtout, ce que Merz commence à comprendre, c'est que c'est pas avec la France que ça va se passer. Et donc, il faut chercher un autre allié en C'est Europe. ça, surtout qu'il y a énormément de désaccords entre l'Allemagne et la France, hein. Les sujets se multiplient, hein, de En fait, désaccords. il y a tellement de désaccords qu'on se demande s'il y a encore une vision commune. La réponse est peut-être non. En tout cas, à Berlin, on commence à penser qu'il n'y a plus vraiment de vision commune avec Paris. La preuve, quand Emmanuel Macron a voulu activer l'instrument anti-coercition contre Donald Trump il y a quelques jours, Friedrich Mm. Merz a été le premier à critiquer ce choix, à dire publiquement que non, ce n'était pas un bon choix. Donc, Anticoercition, hein, on rappelle, c'est ce bazooka commercial qui permet à l'Europe de répliquer aux droits de douane de manière hyper agile et hyper exactement. puissante. Et il y a plein d'autres sujets, par exemple l'opposition de la France à la signature de l'accord avec les pays du Mercosur. Il y a le sujet du SCAF, l'avion de combat franco-allemand. Paris et Mm. Berlin n'arrêtent pas de s'embrouiller sur ce sujet de cet avion de combat. Ils ne sont pas d'accord, les industriels n'arrêtent pas de s'embrouiller. Et en général, la vision de la défense. Tu sais, la France, Mm. elle est en général pour une vision d'indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc l'idée, c'est qu'il faut être plus indépendant par rapport à Washington, alors que l'Allemagne, pour l'instant, n'est pas du tout prête à s'affranchir du parapluie américain. Donc, il y a là aussi un différent. Tu vois, il y a plein de Ouais. sujets Mais de tu différents as raison de le et rappeler, c'est vrai que dans la culture allemande, ils ont une relation dans les liens transatlantiques beaucoup plus forte que chez nous, que hein. la France, Et oui. donc, ils vivent le fait que cette relation se dissout dans le moment. Pour eux, c'est beaucoup plus un Mm, traumatisme culturellement que chez nous. ouais. Et donc, c'est dans ce contexte qu'il y a un alignement stratégique avec l'Italie. Oui, les deux pays ont déjà une forte relation commerciale. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de l'Italie. Et en général, ils ont en ce moment plein de dossiers en commun. Ils ont une posture beaucoup plus souple, tous les deux, sur les droits de douane. Donc voilà, ils Mm. se disent qu'il faut être un tout petit peu plus conciliant avec Donald Trump, parce que l'Italie et l'Allemagne, ce sont des grands exportateurs. Les deux pays ont une industrie très forte Mm. qu'il faut protéger, alors que la France est plutôt dans un mouvement de réindustrialisation. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de dossiers qui se complètent et qui font que, effectivement, entre Italie et Allemagne, en ce moment, ça se passe mieux qu'entre l'Allemagne et la France. Et en tout cas, une fois de plus, on voit que dans cette histoire, il y a une personnalité qui émerge, c'est Giorgia Meloni. Bien sûr, Giorgia Meloni, mais qui l'aurait cru? Alors que Mm. Meloni a pendant longtemps fait campagne avant d'arriver au pouvoir avec un ton anti-Europe, anti-establishment. Qui aurait cru que 3 ans après, elle serait aux côtés de Friedrich Merz en train de diriger l'Europe, de prendre la tête de l'Europe? En réalité, quand on regarde, on se rend compte que Meloni, c'est un des chefs de gouvernement les plus stables en Europe. Ça fait 3 ans qu'elle est au pouvoir.
Elle arrive à garder sa majorité, elle arrive à redonner Mmh. un peu un émail, un vernis de positivité à l'Italie. C'est un peu un momentum très positif pour l'Italie. Donc à Avec une voir. économie forte, avec une industrie C'est qui ça, repart, donc voilà, c'est elle exactement. qui incarne un peu Oui. tout ça. En tout cas, c'est hyper intéressant cette alliance que tu nous décris là et peut-être une petite excuse à nos amis allemands parce que je sais, ça fait plein de fois qu'ils me le disent dans l'émission Les Experts sans frontières, les Allemands détestent qu'on parle de couple, dans les relations franco-allemandes. C'est vrai qu'on parle toujours Ça de couple. n'existe pas ce terme, ça Voilà, n'existe voilà, qu'en ouais, français. ouais. En allemand, il n'y a pas de terme pour indiquer couple franco-allemand. Donc il n'y aura pas non plus de terme pour le couple italo-allemand, j'imagine. En tout cas, le premier banc d'essai pour ce nouveau couple, ça sera le 12 février, dans 2 semaines, quand les Européens vont au plancher. Ils auront un conseil pour parler de la compétitivité européenne et ils vont s'asseoir à table et ils vont plancher sur les idées pensées par les Italiens et les Allemands ensemble. Donc c'est un peu le premier banc pour ce nouveau couple qui se forme. Allez, on prend date, 12 février. Voilà. Et toi, Mathieu, pour cette semaine, tu nous amènes un peu au Alors, bout du monde. je vous amène au bout du monde. Regarde, Annalisa, on va partir de la métropole, on va filer à l'ouest, on va traverser tout l'océan Atlantique et je t'emmène au bout du monde jusqu'au large de Terre-Neuve. On est un peu plus de 4000 km des côtes de la métropole. Bienvenue à Saint-Pierre-et-Miquelon. On reste quand même en France. En fait, j'ai découvert un épisode historique qui est formidablement bien raconté dans la revue géopolitique Le Grand Continent et Excellente revue. voilà, et qui fait écho de manière totalement spectaculaire avec la pression actuelle de Donald Trump sur le Groenland. En fait, c'est une histoire à Saint-Pierre-et-Miquelon de résistance à l'Empire américain dans le Grand Nord. Et cette histoire-là, elle se passe la nuit du 23 au 24 décembre 1941. À l'époque, donc, la France vit sous l'occupation allemande, D'ailleurs. le régime de Vichy. Et cette nuit-là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez 3 bâtiments de guerre et un sous-marin qui vont prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon, ok. Ils ont été envoyés en fait en catimini par le général de Gaulle. C'est donc la France libre. 25 hommes armés vont prendre très vite le contrôle de tous les postes stratégiques de la petite île française au large du Canada. Et donc en une demi-heure, vous aurez Saint-Pierre-et-Miquelon qui va devenir le premier territoire libéré de la France libre. Et à la tête de cette flotte, on a un amiral, l'amiral Muselier, qui va le jour de Noël organiser un référendum et il va demander aux habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon de se prononcer. Ils vont à une très grande majorité dire qu'ils veulent se rallier à la France libre. Alors, excuse-moi, Mathieu, là, il faut que tu m'expliques un peu mieux parce que on est en pleine France occupée. Pourquoi on choisit de partir sur Saint-Pierre-et-Miquelon alors que c'est à 4000 km de la métropole? Voilà, c'est là où l'histoire devient aussi assez dingue et fait un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, parce qu'à l'époque, en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon est administré par un gouverneur qui est marié à une Allemande et qui, lui, est un puissant partisan du régime de Vichy, ok. Sauf que Saint-Pierre-et-Miquelon est réputé pour avoir un poste émetteur radio qui est hyper puissant. Et les Américains et les Canadiens, en 1941, vont entendre parler de l'envoi de chargés de mission envoyés par le régime de Vichy sur Saint-Pierre-et-Miquelon avec l'objectif de surveiller tous les messages qui Hmm. sont captés par cet émetteur radio. Et ça, que ce soit pour les Britanniques, pour les Canadiens ou pour les Américains, ce n'est pas possible. Ça risque de compromettre tous les mouvements de flotte maritime et de sous-marins qui sont hyper actifs à ce moment-là dans l'Atlantique. Et donc vous avez à ce moment-là le Canada et les États-Unis qui vont envisager d'envahir Saint-Pierre-et-Miquelon, de prendre possession de ce Hmm. petit bout d'île qui est française. De Gaulle va entendre parler de ce projet et va donc dépêcher en urgence ses navires de guerre pour prendre possession de l'île la nuit de Noël. Et ça, en fait, ça va rendre les Américains à l'époque totalement furibards, hein. Car même si Saint-Pierre-et-Miquelon est français, les Américains vont estimer que De Gaulle agit dans leur hémisphère occidental. Et avec Hmm. cette histoire de poste radio, on touche là à une question de sécurité nationale qui est en jeu et qui est dans leur hémisphère. Tu vois donc l'écho que ça peut faire avec ce qu'on Eh vit oui. aujourd'hui au Groenland. Et pour De Gaulle à l'époque, il va pas en démordre et il va faire de cette petite île de Saint-Pierre-et-Miquelon un symbole de souveraineté à 4000 km des côtes de la métropole. En fait, là, quand tu nous parles du poste radio, on se rend compte qu'on est
on est dans une guerre de communication. C'est là le nœud principal de la Oui, question. et ça, dans cette histoire qui est complètement dingue, il faut voir qu'à l'époque, en 1941, le New York Times va prendre fait et cause pour l'amiral Muselier, hein. Ça va être même la une du quotidien. Et vous allez avoir une partie de la presse américaine qui va critiquer de manière très forte le secrétaire d'État américain qui, lui, n'en démord pas, veut sécuriser Saint-Pierre-et-Miquelon, veut prendre possession de Saint-Pierre-et-Miquelon pour les intérêts américains. D'ailleurs, il y a une série d'enregistrements auprès du New York Times où on entend l'amiral Muselier qui aura ces mots pour évoquer une éventuelle annexion des Américains sur l'île. Il va dire: si par une circonstance incroyable une telle tentative devait être faite, alors c'est qu'il n'y aurait plus de Mm. démocratie sur la Terre. En fait, l'amiral Muselier, en 1941, il va gagner la bataille de l'opinion publique. C'est un débat qui va être assez fort aux États-Unis, qui va gêner le président Roosevelt, qui à l'époque cherche à écrire tout un récit, un narratif autour de l'unité de la nation. On est à l'époque juste après Mm. l'attaque de Pearl Harbor. Voilà. Donc c'est ça que je voulais te raconter, Annelisa, parce que même si évidemment il faut toujours prendre avec des pincettes et faire hyper gaffe avec les parallèles historiques, c'est quand même une histoire que je trouve assez dingue, et voir Bah, comment ça il y fait a eu, écho bah aujourd'hui. voilà, et comment il y a eu un moment Saint-Pierre et Miquelon en 1941, un peu comme on vivrait aujourd'hui un moment Groenland. Voilà, C'est- donc ça c'était ma Écoute, petite anecdote cette historique. histoire, elle est incroyable, mais ce qui est encore plus incroyable, c'est que ça se répète 80 ans après, parce que on est en train d'assister exactement à la même Ouais, chose et d'ailleurs, ça, sur... ça- ça, c'est un autre écho. Je crois que c'est ton choix de la semaine, Annalisa. Tu veux nous hmm, parler d'une autre histoire, finalement, d'ambition d'appétit jaune. impériale, Oui, d'appétit des Américains. c'est ça. Cette fois, tu vas nous emmener en Alberta. C'est ça, l'Alberta qui est une province du Canada, elle est frontalière avec les États-Unis. Et en fait, pourquoi l'Alberta? Parce que l'administration Trump est en train de ressortir une petite musique qui monte depuis des mois à Washington. Je ne sais pas si tu as vu passer, mais il y a des podcasts, des émissions Ouais. chez les Américains, chez les Canadiens qui parlent en ce moment de l'Alberta. Parce que pourquoi pas, si on annexait l'Alberta, pourquoi pas faire de l'Alberta le 51e État des États-Unis. Celui qui a remis une petite pièce dans la machine, c'est Scott Bessent, le secrétaire au Trésor Mhm. américain, la semaine dernière à Davos. Il a dit que l'Alberta est un partenaire naturel pour les États-Unis. Ah la Attention, vache. Ouais. l'Alberta, non pas le Canada. Ouais. Petite nuance quand même. Et Ouais. que comme les Albertains sont très indépendants, ils pourraient décider Ouais. de tenir un On référendum voit pour bien que décider s'ils veulent ouais. rester au Canada ou On voit pas. Et bien que dans d'ailleurs, la rhétorique, il dissocie l'Alberta du Canada déjà, hein. exactement, donc Bon, c'est pour semer un c'est petit un peu peu la sioux. zizanie et puis pour dire, attends, je pense que nous devrions les laisser se joindre aux États-Unis. Donc il donne quand même, il dit, ok, vous choisissez ce que vous voulez, Mhm. mais moi, mon petit grain de sel, c'est quand même que vous seriez mieux avec nous. Et nos amis de l'Alberta, ils en pensent quoi? Et ben, contrairement au Groenland, où là, on sait que les Groenlandais s'opposent absolument à une éventuelle annexion aux États-Unis, bah, là, en Alberta, le mouvement séparatiste n'est plus du tout un phénomène marginal. Ça fait des mois que ça monte en coulisses. Il y a une pétition, même en ce moment, qui circule, qui veut essayer de forcer une consultation populaire sur le sujet. Alors, Vache. pourquoi les Albertains se sentent comme ça? Parce que l'Alberta est une région super riche en ressources. Il y a du charbon, il y a du gaz et il y a bien évidemment du pétrole. Et c'est ce qui intéresse Mhm. Donald Trump. Ça représente entre 85 et 90% de la production canadienne. Donc en fait, depuis des années, les Albertains sentent que ces ressources sont prélevées, presque pillées, pour être redistribuées au niveau fédéral, mais de Ouais. manière très injuste. T'as raison, il faut avoir en tête que l'Alberta, je crois que c'est les quatrièmes réserves de pétrole au monde. C'est C'est un gigantesque État et richissime, oui. c'est contre les États-Unis, enfin juste à côté. Est-ce que sur place, Scott Bessent, quand il souffle comme ça sur les braises, est-ce que ça fait écho sur place? Est-ce qu'il y a une sorte de Trumpisme qui infuse déjà en Alberta? Et oui, il y a un mouvement, une espèce de proximité avec le mouvement MAGA de Donald Trump. D'accord? Il est porté par deux hommes, Mitch Sylvestre, qui est un homme d'affaires, et Jeff Rath, qui est un avocat. Et alors, quand on les écoute, si vous avez l'occasion d'écouter leur discours, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a l'impression d'entendre du Donald Trump avant l'heure, en fait, du Donald Trump avant son arrivée au pouvoir. Donc voilà, ils sont Mm. des accents nationalistes, presque complotistes parfois. Et donc, c'est ce qui fait dire d'ailleurs aux observateurs de ce qui se passe au Canada que le projet n'est pas tant, même au sein du Canada, que le projet n'est pas tant l'indépendance Mm. que l'annexion aux États-Unis.
C'est ça effectivement Oh, qui inquiète. Et tu sais, pour comprendre vraiment les mouvements du monde, il suffit parfois de suivre l'argent, hein, de regarder où va l'argent. ouais. Et là, Jeff Rath, donc un des deux hommes qui portent ce mouvement, a Et qui porte admis, un très beau chapeau pour ceux qui nous voient. c'est ça, il a admis être en négociation avec des institutions financières à Washington Ouais. pour obtenir accès à une ligne de crédit de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars Waouh. pour soutenir une éventuelle transition. Donc non pas une indépendance, mais une transition. Et comment réagit le Premier ministre canadien, Mark Carney, à ces tentatives de déstabilisation? Je rappelle Mark Carney qui a fait sensation à Davos Mm. avec un discours choc où il prônait en fait une alliance des puissances moyennes pour contrer Donald Mm. Trump. Ah, c'est sûr que tout ce, tout ce mouvement sur l'Alberta, pile à ce moment-là, n'est pas du tout un hasard. En fait, il y a une vraie volonté de déstabilisation de Mark Carney, qui est un peu le nouvel ennemi de Donald Trump, hein, sur la scène internationale. Carney a effectivement pris le devant de la scène à Davos, puis il a choisi de renouer le dialogue avec les Chinois. On en a parlé dans ce podcast. Donc, ce sont des gestes qui ont bien énervé Donald Trump. Donc, le but, c'est aussi d'aller titiller un tout petit peu son nouvel ennemi. Moi, je pense vraiment que cette province-là, l'Alberta, elle est à surveiller parce que vous verrez pas d'enlèvement comme pour Maduro, Hmm. vous verrez pas d'armada comme en Iran, vous verrez pas non plus sans doute d'esclandre sur la scène internationale comme pour le Groenland, mais à mon avis, c'est là que va se matérialiser vraiment la prochaine ingérence de Donald Trump, et ça sera plus discret, mais ça sera bien réel. Hyper intéressant. Et d'ailleurs, l'éditorialiste québécois Stéphane Bureau me disait dans Les Experts sans frontières qu'en ce moment, Donald Trump, au-delà de l'Alberta, avait vraiment une stratégie hyper machiavélique, hein. Il utilisait Mm. Machiavel, diviser pour mieux régner, Mm. un peu partout au Canada, au Québec, etc. Et il faut surveiller de près aussi le Parti du Québec, hein, sur lequel il essaye de s'appuyer pour retourner l'opinion dans cette autre région là-bas. Et je crois que ton choix de la semaine, Mathieu, nous parle aussi d'ingérence étrangère quelque part, non? Mon choix de la semaine, ouais, en fait, j'ai envie de te parler d'un truc complètement fou qui s'est passé au début de la semaine et qui est en train de se passer en Chine. Mm. C'est Xi Jinping qui a limogé le plus haut gradé militaire de Chine. Il s'appelle Zhang Yuxia et en fait, il aurait livré des secrets nucléaires aux Américains. Ça, c'est la raison officielle. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'on assiste en ce moment en Chine à la plus grande purge militaire qu'on ait connue Mm. là-bas depuis Mao Tse-tung, hein, depuis plus d'un demi-siècle. Il est en train de faire un grand ménage, hein. C'est la troisième purge au sein de l'appareil militaire en moins de 2 ans. Il y en avait eu une assez spectaculaire qui s'était passée au sein de la très puissante Rocket Force, qui est la Mm. division des missiles balistiques et des fusées chinoises. Encore une fois, à l'époque, des généraux haut gradés qui avaient été virés du jour au lendemain. On les avait accusés de livrer des secrets sur les fusées, cette fois aux Russes. Donc aujourd'hui, ce général Zhang Yuxia, il aurait livré ses secrets nucléaires aux Américains. C'est pas n'importe qui, hein, Zhang Yuxia, c'est l'homme fort de la Mm. commission militaire centrale. Ça, c'est vraiment l'organe suprême militaire en Chine. Et cette commission, elle est aujourd'hui totalement décimée, Ah oui, il n'y d'accord? a plus personne. C'est-à-dire qu'il ne reste plus ils Mm. ne sont plus que deux, Oui. sachant que Xi Jinping est à la tête de la commission. Donc en fait, il n'y a plus qu'un général, qu'un haut Un gradé homme. sous Xi Jinping. C'est du jamais vu depuis Mao Tse-tung. Ça nous montre quoi? Ça nous montre que Xi Jinping est de plus en plus puissant, concentre de plus en plus de pouvoir, mais décide aussi de plus en plus seul. Ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que ce général était aussi un proche de Xi Jinping Ouais. au niveau personnel. C'est Les deux avaient une vraie En familiarité. fait, Xi Jinping et Zhang Yuxia, c'est ce qu'on appelle des princes rouges en Chine. Mm. Les princes rouges, c'est comme ça qu'on appelle les enfants des grands dirigeants Oui. révolutionnaires communistes, ceux qui avaient pris le pouvoir aux côtés de Mao en 1949. Et donc, leurs deux pères, Xi Jinping et de Zhang Yuxia, étaient des camarades révolutionnaires. Ils Mm. ont combattu ensemble pour aller chasser les Japonais en 1949 et chasser les nationalistes qui se sont réfugiés à Taïwan. Et Zhang est présenté régulièrement dans la presse chinoise, la presse officielle, comme un frère. Il le qualifie de frère pour Xi Mm. Jinping, un de ses plus fidèles alliés, ce qui sème encore plus le trouble dans ce limogeage choc. Et alors, est-ce qu'on a c'est toujours difficile avec la Chine, mais est-ce qu'on a les raisons de ce choix de Xi Jinping?
Alors là-dessus, il faut vraiment être hyper prudent parce Mm. que, mais ça c'est en général avec la Chine, quand il y a des décisions spectaculaires, vu l'opacité qui entoure les décisions, Ouais. on ne peut faire qu'avancer par hypothèse. C'est Ok. difficile d'avoir At- une analyse arrêtée. Ouais, attention, attention, certitude. Là-dessus, première hypothèse, on aurait Xi Jinping qui se méfierait de l'armée par crainte d'un renversement. Ça, ce serait un scénario spectaculaire. Il faut savoir que depuis la guerre civile, en Chine, l'armée, c'est un pilier politique autant que militaire du régime. Et donc, Xi Jinping pourrait se sentir sur le fil du rasoir en ce moment. On est là dans une logique assez classique des régimes Mm. autoritaires. Plus le pouvoir est concentré, plus il est solitaire. Plus il est solitaire, plus il se sent menacé. Deuxième hypothèse, ce serait la corruption. Vous savez, la corruption, elle était vraiment endémique, hein, un peu Mm. partout en Chine. Ça a été le grand combat de Xi Jinping depuis qu'il est au pouvoir. Elle est peut-être encore très présente. Peut-être qu'elle touche encore tous les échelons les plus élevés, les plus stratégiques de l'État chinois, y compris cet organe militaire suprême. Et puis enfin, dernière hypothèse, la chute de Zhang serait peut-être avant tout Mm. politique à l'approche d'un grand remaniement du parti qui est prévu en 2027, c'est tous les 5 ans. En tant que général le plus puissant de Chine et membre du Politburo, Zhang aurait peut-être pu représenter un contre-pouvoir potentiel face à Xi Jinping qui lui attend ce remaniement de cette direction pour après peut-être briguer un quatrième mandat. Donc ça aussi, il faut suivre qui sera nommé à sa place, qui prendra sa place, comment sera réorganisée Ouais, toute 2027, cette il va y partie avoir toute militaire. une réorganisation du parti. Et puis, dernier point à prendre en compte quand même, c'est le facteur Taïwan hein, dans cette grande purge. Parce que vous savez, tous les états-majors de la planète, ils ont en tête cet horizon 2027 comme Et oui, une, c'est la date c'est la fatidique. date pour une possible action militaire chinoise contre l'île. Et donc, on voit d'ailleurs Washington qui a renforcé sa présence dans la zone Indo-Pacifique, qui en a fait une Mm. priorité stratégique. Et d'ailleurs, dans sa nouvelle revue stratégique de défense que le Pentagone a publiée le week-end dernier, on voit qu'il se montre, hein, Washington se montre plus conciliant avec la Chine. Hein. Ils ne veulent pas Mm. officiellement rentrer dans une logique de confrontation directe et ils ouvrent un canal de dialogue. Et donc, comme je te disais, dans ce contexte, l'opacité hein, qui entoure cette purge au sommet de l'armée chinoise, elle ne nous permet pas actuellement de savoir si Zhang Yuxia apparaissait aux yeux de Xi Jinping comme quelqu'un de beaucoup trop belliciste Mm. ou trop va-t-en-guerre vis-à-vis de Taïwan, ou au contraire, s'il était pas assez offensif et trop timide. Tu vois, c'est Tout, ça qui est... tout est son contraire, c'est absolument dingue. Il Ça peut être tout il et son faut, contraire. voilà, émettons des hypothèses et guettons les signaux qui nous viennent de Chine. En parlant de choses qu'on guette, qu'est-ce que tu surveilles cette semaine, Mathieu? Alors moi, ce que je surveille cette semaine, c'est ce qui se passe avec Starlink en Russie. Pourquoi? Parce que, vous savez, normalement, c'est un système qui est bloqué. Les Russes n'ont pas le droit d'utiliser Mhm. Starlink, c'est bloqué. Mais on a vu le week-end dernier le chef de la diplomatie polonaise interpeller Elon Musk sur X en lui demandant pourquoi les drones russes étaient guidés en ce moment par Starlink. Et là, on ne parle pas de n'importe quel drone, on parle des BM-35 et des Shahed. C'est les drones d'attaque russes les plus offensifs qui Oui. ont des capacités d'action où ils peuvent aller jusqu'à 500 km ou 1000 mètres, donc, ou 1000 km. Donc ça, vraiment, il faut surveiller de près, voir si Elon Musk arrivera à couper les connexions de Mm. Starlink vis-à-vis de ces drones russes, parce que là, ça offre Starlink une capacité de guidage et donc capacité offensive à l'armée russe qui est vraiment impressionnante et qui peut Mm. faire beaucoup de dégâts en Ukraine. Donc à Oui. surveiller de très près. Tu surveilles quoi, toi, Annalisa, cette semaine? Moi, je surveille le Golfe Persique, surtout à ces prochaines heures. Donald Trump a envoyé son armada, ce qu'il appelle son armada, sur place. Il y a notamment le porte-avions Abraham Lincoln qui Mm. est dans le Golfe Persique. Donc voilà, il y a beaucoup d'indices qui nous disent que une attaque se prépare peut-être. Est-ce que c'est un coup de bluff de Donald Trump pour l'instant pour forcer les Iraniens à négocier? Est-ce qu'il y aura vraiment une attaque? On ne sait pas. Il faut vraiment surveiller l'Iran ces prochaines heures. Il y aura peut-être des attaques ciblées, peut-être des attaques de grande envergure. À ce stade, vraiment, il faut rester scotché à l'Iran parce que c'est là que ça va se passer ces prochaines heures. On surveille ça de De très près. minutes de très près chaque seconde qui passe. Ben, merci beaucoup, Annalisa. Merci Mathieu. Juste un petit mot L'ordre avant du monde, de conclure ce podcast. On voulait dire à Yvan qu'on a bien lu sa question. Il nous posait une question sur la Turquie. C'était sur YouTube, Yvan qui s'interroge sur la politique étrangère de la Turquie. On a bien eu votre message, c'est noté, on va regarder ça de très près, ce sera un de nos prochains focus, promis Yvan. Et on a eu plein de commentaires hein, d'ailleurs sur Oui, YouTube. plein de commentaires. Et juste un petit mot pour Amédéo. On a bien vu votre suggestion sur les pays qui n'existent plus
Alors ça serait pour toi, Mathieu, parce que je sais que ça te ferait Ouais, bien plaisir de parler de ça. c'est une super idée. Peut-être, Voilà, peut-être, on va pourquoi regarder. pas, on se la garde en tête. En tout cas, nous, on prend tous vos commentaires, toutes vos questions, évidemment, vous nous écrivez partout, sur YouTube, sur l'appli Sur BFM, notre sur site notre BFM, site, absolument. hein. Et surtout, abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications pour savoir quand est-ce qu'on sort un nouvel épisode. En tout cas, c'est tous les jeudis, c'est l'ordre du monde. Et on est ravis de le présenter pour vous et on recueille tous vos commentaires et tous vos avis. On est là pour vous. Merci beaucoup, Annalisa. À la semaine prochaine dans l'Ordre du Monde. Merci Mathieu, à la semaine prochaine.